Bonjour Xavier Niel. Bonjour. Vous êtes un des grands patrons français. Votre groupe pèse près de 8 milliards d'euros. Vous avez changé nos habitudes et nos usages avec Free en cassant les prix sur l'accès Internet et sur le téléphone mobile. Vous êtes un patron atypique qui ne rentre pas du tout dans les codes. Et on va voir avec vous comment vous en êtes arrivé là. Mais d'abord, je voudrais vous montrer un mot. Ce mot pirate. C'est un peu vous, non ? Je ne sais pas si c'est un peu moi, c'est l'envie de faire les choses différemment. C'est-à-dire que j'ai un parcours qui n'est pas le plus linéaire possible, mais je crois parfois que ça peut être aussi un exemple pour des jeunes ou pour des gamins qui eux-mêmes n'ont pas un parcours linéaire. C'est de leur dire d'où vous veniez, quoi que vous ayez fait avant, on peut s'en sortir. Donc pirate, ça correspond à des bêtises que j'ai fait jeune. Transgression déjà, un peu. Transgression. En arrivant ou en commençant ma vie professionnelle indirectement par le piratage informatique. Alors, on va y venir. Votre vie a changé le jour de vos 15 ans, puisque ce jour-là, votre père vous offre votre premier ordinateur. En quoi ça a modifié, bouleversé le reste de votre vie ? Déjà, ça bouleverse ma vie parce que je suis dans une famille modeste à Créteil et en fait, on me donne quelque chose sur lequel je vais avoir le contrôle ou la possibilité de le contrôler et de lui faire faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents qui sont très sympathiques, mais enfin, c'est quand même à peu près encadré. Puis comme tout enfant, j'ai une sœur plus jeune que moi et j'ai l'impression que c'est elle qui est la boss de la maison et que moi, je suis le maltraité. Et quoi que je dise, je vais être celui qui ne va pas être écouté ou on ne va pas faire ce que j'ai envie que l'on fasse. Et puis cet ordinateur-là, quand je vais lui dire de faire quelque chose, là, lui, il va le faire. Il vous obéit. Il m'obéit. Voilà. J'ai un rapport avec une machine qui va m'obéir. Donc un truc de puissance, en fait, de pouvoir. Ouais, ou d'existence. Je suis même encore plus grand. Et donc, on part de ça. Et puis, donc, j'ai envie de le maîtriser, de le comprendre, de comprendre ce qu'il y a en dessous, comment il marche, comment il fonctionne. Et je vais apprendre un métier qui va me servir après dans ma carrière professionnelle. C'est-à-dire faire des logiciels pour faire marcher ces ordinateurs. Alors, très vite, vous arrêtez vos études, après votre bac, et puis vous commencez comme codeur, comme développeur, et vous démarrez en gagnant de l'argent, notamment en piratant les décodeurs de Canal+, ce qui était évidemment illégal. Est-ce qu'il y a quelque chose de grisant à pirater les décodeurs de Canal+? Il y avait quelque chose de grisant de réussir à contourner quelque chose qui ne devait pas ou qui ne semblait pas pouvoir être contourné. Et ça, c'était drôle d'essayer de se dire, puisqu'on nous dit que c'est impossible de le hacker, d'hacker cette chose-là, essayons de le faire. Et puis avec d'autres copains, on fait ça. En faisant des trucs illégaux quand même. Oui, mais on ne le voit pas comme ça. On voit juste un contournement d'un système qui est là et en passant par derrière le système. On nous a dit que c'était impossible. Donc puisque c'était impossible, c'est illégal, mais puisque c'est impossible, on ne pouvait pas le faire. Donc on ne voyait même pas l'illégalité de faire cela. C'était plus un défi. Donc il y avait quelque chose d'excitant. Il y avait quelque chose d'excitant à réussir à faire ça ou à mettre ça en œuvre, à réussir à le faire intellectuellement. Le défi était plus intellectuel. Puis à côté de ça, il y avait des gens pour nous les acheter gentiment. On avait un petit business. Sur le marché noir ? Ouais, c'était mineur, mais bon, c'est pas très grave. D'accord, donc simplement, à un moment donné, vous vous faites prendre par la police. Oui. Et là, plutôt que de vous condamner, il vous propose un marché. Qu'est-ce qu'il vous propose exactement ? En fait, la chose qui m'est proposée à ce moment-là, c'est de dire super, le piratage informatique, là, c'est pas très très grave, mais à côté de ça, on voit que quand même, vous faites du piratage informatique, c'est-à-dire que vous réussissez à vous introduire avec votre groupe de copains dans des sites informatiques dans lesquels qui contiennent des données qui peuvent être sensibles. Avancez et pourquoi pas, plutôt que de vous emmerder, essayons de constituer un groupe de jeunes personnes qui vont nous aider à connaître mieux cet écosystème et à avancer. Qui va nous aider ? C'est qui le nous ? La direction, la DST à l'époque. Ah oui, donc l'espionnage français. Ouais. Les services. Qui à l'époque n'ont rien sur ces systèmes de piratage informatique. Ils n'ont rien, ils commencent, ils débutent. Et puis donc on est quelques jeunes dans cet environnement-là, et donc ils viennent nous chercher, et puis de les aider à avancer, à constituer quelque chose qui va faire, qui vont se professionnaliser. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les services secrets ? On va juste leur dire, nous, ce groupe de copains, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce que l'on voit, de les tenir au courant. Et qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez trouvé pour eux ? Et donc la partie où une fois parfois on se fait attraper, y compris par la presse, et on se retrouve, dans le cas présent, je me retrouve dans la presse pour avoir piraté les téléphones portables. On est en 86, donc il y a une grande prescription, mais pour avoir piraté la base de données des portables mobiles français, y compris celui du président de la République, du président Mitterrand ou de Pandro. Et ça, vous le faites alors que vous êtes dans les services secrets ? Je ne suis pas dans les services secrets, je suis un honorable correspondant, je ne sais pas comment on appelle ça. On est des services gens, secrets. Voilà, à qui on dit régulièrement, voilà ce qui se passe dans notre univers de piratage, voilà comment on fonctionne. Les services secrets savent que vous allez les pirater
les téléphones du gouvernement et notamment du président Mitterrand. On va leur dire voilà ce qu'on a piraté. Et parfois, je pense qu'ils ont un intérêt à ce que ça sorte, et d'autres fois qu'ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça sorte. Parfois, on a vu, par exemple, avec un grand groupe automobile français, on voit qu'il y avait des gens qui arrivaient d'autres pays, dans mon souvenir de l'Australie, qui accédaient à ces choses-là, et qui n'avaient pas la même finalité que nous, parce qu'ils téléchargeaient énormément de données, quand nous, on allait juste jeter un œil. Donc vous, quand vous dites vous allez jeter un œil, c'est-à-dire que vous allez en gros pirater l'entreprise, le grand constructeur automobile français. Hein. On va se retrouver sur sa machine par hasard, presque. Voilà, quel est le constructeur, le nom du constructeur? Des grands constructeurs, là, ça, il y en a deux. Hein. Voilà, on va dire Renault. Il y en a un, voilà, de qualité, par exemple. Et donc vous infiltrez pour les services secrets? Non, pour nous, en fait. Nous, on fait ça comme un jeu, par défi. Et en fait, on arrive par défi sur ces machines-là et on voit d'autres entités qui sont intéressées par ces choses-là. Et est-ce que vous n'avez pas voulu continuer dans les services secrets? C'est pas mon job. Moi, mon job, je deviens entrepreneur. J'ai un savoir-faire, j'ai commencé à le vendre. Et si vous voulez, vers l'âge de 20, 21 ans, j'ai mes activités, elles existent. Et sur la base de ces activités qui existent, bon, c'est plus mon truc. Moi, je veux disparaître de ce truc-là. Mais ça vous a amusé? Ah bah c'est drôle, c'est un défi, encore une fois. Ça continue, vous utilisiez le mot pirate tout à l'heure, vous revenez là-dessus. C'est aller voir l'envers du décor et comment il fonctionne. Alors, vous passez ensuite au Minitel Rose, hein, puisque vous allez faire partie de ceux qui vont gagner beaucoup d'argent avec le Minitel Rose. Vous allez développer des centaines de 3615 codes, rencontres, etc. etc. Qu'est-ce qui vous attire dans le business de l'érotisme? Rien ne nous attire là-dedans. Le sujet, c'est quoi? C'est que quand j'ai l'âge de 16 ans, en fait, tous les groupes de presse se mettent à vouloir éditer des services Minitel, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour le faire. Et donc, ce qui se passe, vous avez retrouvé des très belles images, bravo. Oui, parce que c'est ça. Là, vous êtes au maximum. Hein. Là, vous êtes au maximum de ce qu'on a fait. Vous êtes au top du top. Là, on est au top voilà, du top. C'est voilà, ça, à l'époque, ouais. c'est ça le Minitel Rose. C'est ça, le Minitel Rose. Mais là, je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais donc, le chose, c'est que tous ces groupes de presse voient un moyen de générer, d'obtenir des recettes supplémentaires, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour créer ces choses-là. Et vous avez un groupe d'ados qui vont dont je fais partie, qui vont aller travailler pour toutes ces sociétés pour aller créer leur service Minitel. Sauf que quand j'ai l'âge de 18 ans, plutôt que d'aller travailler au travers d'intermédiaires, je vais me dire je vais faire ça pour mon compte et je commence à faire ça pour mon compte. Et qu'est-ce qui fait que vous allez gagner plus d'argent que les autres concurrents? Vous avez une méthode particulière? La première chose, c'est que les autres ont une infrastructure extrêmement chère, comme nous, comme on a vécu, comme on a grandi dans ce monde avec des moyens de particuliers, on arrive à faire tourner nos services Minitel sur des ordinateurs qui sont des ordinateurs qu'on a aujourd'hui dans nos foyers. Donc ça coûte très peu cher à produire, donc on a un prix de production inférieur, donc on a une marge supérieure et on est mieux disant dans les appels d'offres. Et pour celui pour lequel vous travaillez, vous lui proposez des marges aussi plus fortes pour lui? Plus fortes, et donc on gagne contre tous ces grands groupes. Et donc vous êtes beaucoup plus agressif? On est agressif commercialement, on est plus agressif en termes d'imagination, on est plus jeune. Exemple. On va essayer de leur présenter chaque semaine des nouveaux produits. Quand vous écoutez les grandes radios privées, encore aujourd'hui, toutes les nuits, vous avez des services de voyance, de rencontres ou autres qui existent, et on leur fournissait clé en main ce type de service. Mais l'idée, c'était toujours d'avoir un service qui allait être plus rentable, avec dedans une idée originale de contenu. C'est-à-dire pas se contenter de parler juste de rencontres ou de voyance, mais c'est essayer d'aller toucher des tonnes d'autres services. Donc vous avez une ligne éditoriale que vous essayez de développer? Une ligne éditoriale, c'est un gros mot. On essaye de créer des thèmes qui peuvent avoir un intérêt. Exemple? Typiquement, on va aller chercher de l'espérance de vie, des jeux concours assez originaux, mais on va aller aussi vendre, je sais pas quoi, de la literie. Enfin, on va inventer des trucs hallucinants. De temps en temps, ça va marcher, de temps en temps, ça ne va pas fonctionner, mais on va essayer d'inventer toujours des services. Et comment vous êtes perçu par vos propres concurrents? Comme agressif, parce qu'on est jeune et qu'on a des idées originales. Et vous cassez les codes dans le business? On casse les codes, on casse les prix, on est extrêmement agressif, mais on a 20 Exemple, on a tous 20 ans. Vous avez peu de scrupules à aller chercher les clients des autres? Alors, on a peu de scrupules à être assez agressif avec nos concurrents quand ils fonctionnent. Non, on met tout en œuvre. Enfin, on est inconscient, on n'a pas de limite. Vous avez un exemple de cela? On a des milliers d'exemples. J'ai été condamné pour ça. Donc on va aller chercher sur les sites concurrents qui ont un peu de trafic leurs abonnés pour essayer de leurs utilisateurs pour les ramener chez nous. Ouais, on est très agressif à ce moment-là. Et ça, c'est de la concurrence déloyale, en gros? Oui, mais bon, c'est comme si chez la boulangerie de mon voisin et que je dis aller à côté, c'est meilleur et c'est moins cher. C'est un peu ce qu'on dit. D'accord. Alors, en plus du Minitel, vous allez investir dans des sex shops. En fait, de cet argent-là, je vais me retrouver à investir dans des tonnes d'activités en se disant,
simplement, puisque moi j'ai réussi à gagner de l'argent dans ces activités-là, je vais aller investir cet argent dans plein d'autres activités. Oui, ça va de la pizzeria au sex shop. Ouais, mais c'est assez large. Mais en essayant de pousser ou d'aider des gens, en cherchant une rentabilité là-dessus. Pourquoi le sex shop? Ah, pourquoi pas Pourquoi pas? C'est un commerce légal. Hein. C'est un peu démodé aujourd'hui, mais c'est un commerce légal. Pourquoi ? Parce que j'ai un associé qui est là-dedans à ce moment-là et que cet associé va m'emmener là-dedans. Et c'est de l'argent rapide, en cash? C'est de l'argent rapide, c'est modérément fiscalisé, on va dire ça poliment, et voilà. Mais vous ne le déclarez pas, surtout. Ce que j'appelle modérément fiscalisé. Je redépense cet de argent en achetant des biens et je paye de la TVA en achetant des biens. Est-ce que c'est à cette époque-là, donc dans les années 90, fin 80, début 90, que vous devenez millionnaire? Je deviens très riche, entre guillemets, très vite, parce que tout de suite, je gagne beaucoup d'argent. Moi, j'ai le souvenir, dès l'âge de 19 ou 20 ans, d'avoir des salaires en centaines de milliers de francs. Donc, très, très vite, cet argent arrive et j'ai cette chance de gagner très vite beaucoup d'argent. Et votre premier million, vous l'avez gagné combien? Je sais pas, à 20 ans, 21 ans. Donc, très vite, c'est en francs. Alors, c'est une autre époque, mais on peut peut-être les convertir. Ça vous a changé? Pas de manière consciente, sûrement, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, on est dans l'instant et les chiffres restent humains. Mais c'est quoi votre objectif dans ces moments-là, à ce moment-là? J'ai toujours pris un énorme plaisir à aller travailler. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas travailler par contrainte. J'ai cette immense chance le matin de me lever, d'aller travailler parce que j'ai envie d'aller faire cette activité et tous les jours d'aller inventer quelque chose de nouveau. Et ce truc-là est incroyablement passionnant. C'est une chance que je souhaite vraiment à tout le monde. Après, est-ce que ça me change? Je ne sais pas. Moi, si vous me prenez quand j'ai même 25 ou 30 ans, j'ai vécu 18 ans ou 20 ans à Créteil. Ce n'est pas parce que j'ai vécu 10 ans dans des quartiers un peu plus sympas de Paris que ça va me changer immédiatement, totalement. Et l'expérience en Minitel, qu'est-ce qu'elle vous apprend? Elle m'apprend d'avoir une curiosité sur tous les secteurs, sans exception. C'est-à-dire de se dire, on peut gagner de l'argent, on peut être innovant, on peut être imaginatif dans tous les secteurs possibles. Et ça, c'est tous les matins. On arrive au bureau et on se dit, qu'est-ce qu'on va inventer aujourd'hui comme service qu'on va pouvoir vendre? Alors, vous êtes à l'origine de 2 révolutions qui ont touché des millions de Français. D'abord, en 2002, vous créez la Box qui, en plus de recevoir la télévision, nous permet d'avoir Internet et le téléphone en illimité à prix cassé. D'où vient l'idée de la Box, c'est-à-dire de cette boîte? En fait, avec un copain, en 93, on crée le premier fournisseur d'accès à Internet. Et la réalité, c'est que moi, si vous m'aviez dit à cette époque, 25 ans ou 30 ans plus tard, Internet est ce qu'il est aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru. Pour moi, c'était un truc de chercheur. C'était très sympa, mais ça n'allait pas être massif. Et on part de ça, et puis je vois cette chose exploser avec des patrons de grandes entreprises françaises qui viennent au bureau se faire des démonstrations d'Internet. Des grands patrons de télécom, par exemple. Télécom, mais aussi au-delà de ça, de banque. Je vois le patron de Paribas à l'époque qui vient au bureau se faire une démonstration de ce que... Le fournisseur d'accès à Internet. Ouais, ce que c'est Internet. Et je me dis, moi j'ai ça chez moi, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça ne va pas être énorme, et ces gens-là ont une vision différente. Et donc on se met à s'y intéresser, mais au bout d'un moment on s'aperçoit quelque chose qui est simple, c'est que si on veut avoir quelque chose en fait, on a l'impression d'avoir de l'électricité, du gaz ou de l'eau, mais pas de machine chez nous pour l'utiliser. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait des tuyaux qui permettaient de passer du haut débit, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais au bout, je l'amène chez vous et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Aujourd'hui, vous avez des applications sur votre mobile, vous avez un mobile, mais à l'époque, on n'a pas le mobile, on n'a pas l'application sur le mobile, on ne sait pas quoi en faire. Et dans ce tuyau-là, on peut y passer à la fois du téléphone, de la télé et de l'Internet. Exact. Et donc on va dire, super, ce tuyau-là, on va le rendre absolument nécessaire à votre foyer. Encore une fois, sur le même modèle que le gaz et l'eau ou l'électricité. Il faut juste l'équipement. Il faut juste créer l'équipement qui va vous permettre d'amener chez vous la télévision et le téléphone sans rien changer à vos habitudes. C'est-à-dire que vous voulez toujours utiliser le même téléphone, utiliser la même télé. Et on va vous mettre ça chez vous. Mais ça paraît très simple. En quoi c'est une invention géniale? Ça paraît très simple 20 ans après ou 25 ans, 20 ans après. À l'époque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça baisse drastiquement les coûts puisque vous n'emmenez plus qu'un tuyau et non pas 3 tuyaux pour amener la même chose. Vous divisez par 3 les prix et vous amenez quelque chose de révolutionnaire au foyer, ce qui
nous met en avance en France, parce qu'on a été un peu en retard au début de l'Internet, ce qui nous ramène en force en France, et puis ce qui permet de créer cette notion de box, et la box, qui fait du triple play une invention française. Vous l'avez inventée comme ça, ou vous avez d'abord essayé de la chercher, d'aller la trouver ailleurs? Toujours très naïvement, on se dit, puisque au début on appelle Alcatel, et Alcatel nous dit, les gens de la nouvelle économie, on est dans les années 2000, vous les gens de la nouvelle économie, vous êtes super, très bien, mais ça on en reparle dans 15 ans, quoi. C'est révolutionnaire votre truc, mais on en reparle dans 15 ans. Les gens pensent que ça ne peut pas exister maintenant. Non, c'est trop tôt. On va d'abord vendre de l'Internet, de la DSL chère, puis qu'on aura vendu de la DSL chère, peut-être qu'on mettra de la voix sur la DSL, et puis dans 15 ans, on mettra la télé sur la DSL. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut arriver maintenant, alors que les grands ingénieurs vous disent que ça va mettre des années? Parce que on ne voit pas de difficulté technologique, mais Alcatel et les constructeurs d'équipements télécoms nous disent non. On se dit on va aller voir les startups de la nouvelle économie. Et vous partez en Californie? On part en Californie en se disant on va trouver ça en Californie. Et en fait, on voit des startups sympas en Californie, mais qui sont 10 km avant ce qu'on a envie de faire. Et on prend la décision en Californie de se dire puisqu'on ne trouve pas cet équipement-là, on va nous fabriquer cet équipement électronique en France, on va le dessiner, on va faire les logiciels nécessaires pour que ça marche et que ça fonctionne. Et donc là, ça devient un carton. Ça marche pas mal, ouais. Et 10 ans après, vous faites un nouveau coup avec ça. On vous presse comme des citrons. On vous presse comme des citrons. On pousse à bout le système. Je vais vous dire quelque chose qui est super simple. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez. Le forfait raquette super arnaque. C'est-à-dire, plus vous êtes pauvre, plus je vous en mets dans la tête. Moins vous avez de moyens, plus je vous vends des choses chères. C'est scandaleux. C'est franchement scandaleux. On fait de la marge là, hein. On fait pas de perte. On fait de la marge. On fait de la marge à 2 euros. À 2 euros, c'est vous dire on à quel fait point de la marge. Et à quel point vous proposez pour la première fois un forfait mobile à prix cassé, ce qu'aucun de vos concurrents n'avait fait jusqu'à présent. Vous êtes extrêmement agressif, même à l'égard de vos concurrents. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller leur piquer le maximum de consommateurs à tout prix en cassant le marché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les 3 autres acteurs ont été condamnés à des amendes records par l'autorité de la concurrence. Ils se sont entendus sur leur prix. SFR, Bouygues, Orange. Exactement, supérieur à 500 millions d'euros. Et donc, parce qu'ils faisaient de l'entente sur les prix aux consommateurs. Exact, et sur des conservations de niveau de part de marché. Et en fait, nous, quand on arrive à ce moment-là, on va demander une licence. C'est assez compliqué, parce qu'on a beaucoup d'opposition. On a globalement les autorités de concurrence et de régulation qui nous soutiennent, le pouvoir politique un petit peu moins, mais on a des ministres qui pensent que c'est légitime, peut-être même un président qui parfois pense que c'est légitime, d'avoir un 4e acteur de téléphonie mobile qui arrive en France. Mais néanmoins, on va nous mettre des barrières, parce qu'on dit, c'est en 2007 où on se dit on va y aller, et là, ce que vous venez de montrer, c'est en 2012, 5 ans après. Et pendant 5 ans, on va nous ennuyer, nous faire des procédures. On a encore aujourd'hui des procédures de nos concurrents sur l'existence de Free Mobile. On est 7 ans après. On a encore aujourd'hui des procédures. Mais donc vous arrivez avec une offre qui est casser les prix littéralement. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que dans un marché oligopolistique, les autres opérateurs abusent sur les prix. Là, je parle d'un forfait qui s'appelle le forfait RSA, mais en fait, c'est un forfait demandé par l'État, censé aider les plus démunis, mais en fait, ce forfait RSA, ils le vendent plus cher que les autres forfaits. Donc c'est une blague d'un bout à l'autre. À ce moment-là, c'est une blague d'un bout à l'autre, et on se moque des consommateurs d'un bout à l'autre, sans raison, sans légitimité. Et donc on arrive avec une peur, donc avec une agressivité. Donc vous êtes le chevalier blanc du consommateur, là. On essaye de se dire qu'est-ce qu'on est capable de changer pour apporter quelque chose de différent à ce marché. Et on a envie de le faire, et on est sincère dans notre envie de changer ce marché. Et je pense que c'est ressenti à ce moment-là, puisqu'on recrute 1 million d'abonnés le premier jour, ce qui, en France, ça n'est jamais vu, ou même dans... Et pourquoi cette agressivité à l'égard de vos concurrents? C'est parce que vous rendez des comptes? Parce que je pense qu'on a souffert jusqu'à là, qu'ils nous ont fait souffrir jusqu'à là, que ça a été dur. Je pense qu'on a peur. C'est-à-dire qu'on y va en se disant, mais est-ce que ça va marcher? Donc on a investi beaucoup d'argent et on se dit, est-ce que ça va marcher? Donc il y a une forme de revanche quand vous dites on a souffert jusque-là, quoi. Je pense que ouais, on est dans quelque chose où on n'est pas bien. Et comment ils vous perçoivent, les patrons du CAC 40 à l'époque? Quand on sort de ça. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas top. Ça se fait pas. C'est pas très bien élevé, on nous le reproche. C'est-à-dire
Ah bah on vous trouve un peu agressif quand même, hein. On se dit ça, non, tu sais. Parce que le truc, c'est en face de nous, dans les télécoms, les 3 autres acteurs, il y en a un qui est étatique, les 2 autres sont des grands acteurs privés, mais avec toujours des dirigeants ou des contrôlants qui sont des gens politiquement extrêmement existants dans l'environnement. Donc vous êtes perçu comme le pirate, comme toujours le pirate. Ouais, mais ça nous va bien. Et ça vous va bien. Enfin, on est assez confortable avec ça, hein. Alors, votre carrière en tant que pirate vous a permis d'avoir beaucoup de succès. Vous avez dynamité la concurrence. Et puis, vous êtes aussi un des rares patrons à avoir fait de la prison. Regardez. Le PDG du groupe de télécom Iliad, qui contrôle aussi le 2e fournisseur d'accès à Internet français, Free, a été mis en examen la nuit dernière pour proxénétisme aggravé. Xavier Niel a été écroué. Il est suspecté d'avoir investi dans plusieurs établissements à caractère pornographique qui auraient même servi de couverture à des activités de prostitution. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images ? Alors, on est là à un instant, vous montrez TF1 qui genre 2 choses, hein. Il y a le fond et la forme. Donc on va traiter la forme et on traitera le fond après. Sur la forme, qu'est-ce qu'on a ? Je suis en guerre avec TF1 à ce moment-là, sur les sujets de boxe, et j'ai la chance de faire l'ouverture du journal de TF1 20h, ce qui est quand même un privilège. Les autres chaînes n'en parlent pas, mais visiblement le TF1 20h, je trouve ça très sympa. Et merci, parce que vous m'avez fait échapper au reportage qui était juste derrière. À côté, la présentation de Claire est très sympathique, à côté de ce qui suit derrière. Merci. Mais donc, on a ce sujet de forme, et puis un sujet de fond, d'un sentiment que ce qu'on a pu faire a tellement dérangé un establishment qu'un certain nombre de personnes se sont dit on ne peut pas gagner autant d'argent dans l'Internet, on est au début des années 2000, dans cette activité qui est Internet, parce que personne ne gagne d'argent dans le monde. Et comment ce mec-là peut avoir gagné, je ne sais pas, 1 milliard d'euros dans cette activité ? C'est de la vengeance ? C'est un début de vengeance, une incompréhension. Qui vient de qui ? D'après on a pas mal d'ennemis, quoi. On peut aller chercher chez Orange, on en a eu beaucoup, on peut aller chercher à beaucoup d'endroits. Faut oublier. Vous savez qui c'est aujourd'hui ? Je pense que c'est une addition de personnes. Maintenant, au bout, je suis condamné pour du recel d'abus de bien social, pour 250 000 € de recel d'abus de bien social. Et vous avez été blanchi pour proxénétisme. Oui, mais ça n'a pas beaucoup de doute. Mais encore une fois, je me retrouve devant un juge qui est Renaud Van Ruynbeck, qui est tout sauf un juge rigolo, et qui me dit au début, en fait, vous avez blanchi 1 milliard d'euros. Non, je n'ai pas blanchi 1 milliard d'euros. J'ai une activité qui marche et qui est là. Mais au-delà de ça, Renaud Van Ruynbeck me dit quelque chose d'incroyablement plus important pour la suite de ma vie. Il me dit, ce que vous faites, c'est... Moi, j'ai lu toute votre histoire. Ce que vous faites, c'est très bien. Au moins, vous faites bouger les choses. Juste, la ligne jaune, elle est là. C'est pas la peine de la passer. Roulez dessus. Passez pas de l'autre côté. Donc, il vous a rendu un service, en fait, en vous mettant un mois en prison. C'est peut-être un syndrome de Stockholm, hein, mais j'ai le sentiment qu'il m'a rendu un énorme service en me faisant passer d'une jeunesse... où il n'y avait pas beaucoup de limites, à un âge adulte. Il faut préciser que vous gagniez à l'époque, grâce au sex shop, quelques années plus tôt, l'équivalent de 15 000 € en espèces par mois. Oui, donc c'est mais pour j'étais milliardaire, donc c'est quand même... Vous voyez ce que je veux dire, c'est énormément d'argent, hein, mais il y a un côté proportion qui n'est pas compréhensible. Et l'expérience de la prison, comment vous avez traversé cette épreuve ? Moi, je crois que si on veut faire des choses dans sa vie, il faut être positif. Donc, comme ce n'est pas une expérience positive, j'essaye d'en garder un souvenir positif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait du sport. J'ai perdu 15 kilos. J'ai fait durant un mois. J'ai fait du sport. C'était au mois de juin, donc il faisait beau. Donc, je suis sorti bronzé. Donc, voilà, je me dis que c'était une époque ou un moment plutôt positif et plutôt sympa. Et ça va vous changer pour la suite ? Après, on ne fait plus de bêtises, surtout. Hein. Je crois qu'on se souvient bien du problème. Donc, on arrête la transgression. Après, on transgresse sans passer la ligne jaune. D'accord. Mais ça n'empêche pas de faire le lancement de Free Mobile 8 ans après. Hein. D'accord, avec la véhémence que vous aviez. Ça ne change rien à l'envie et au sujet de réussir et de s'en sortir. Est-ce que vous avez la réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste ? Alors c'est 42, c'est sympa de parler 42, merci. 42, c'est une école qu'on a créée avec une volonté... En fait, il y a un truc qui est fou. 42, c'est le nom de l'école. Donc c'est très codé pour les geeks en réalité. En fait, c'est pour tout le monde. C'est de dire, il y a un secteur d'activité dans le monde entier où tout le monde a la garantie de trouver un job. Mais, il y a une pénurie énorme de jeunes. Mais pour la scolarité, pour obtenir ces métiers-là,
c'est 3 ans d'études à 10 000 € par an. Et pourquoi pas ne faire une école gratuite qui va former des jeunes d'origine sociale différente et leur donner une chance. Et en partant de ça et en faisant ça, on crée cette école qui s'appelle 42, qui a 4 000 élèves à Paris. Puis cette école, elle marche tellement bien que maintenant, elle est dans 20 pays. Et le pirate a disparu, là. Ben non, on pirate le système. Parce que 42, il n'y a pas de diplôme au bout. Pirate. L'entrée, c'est quoi? C'est un concours en ligne, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. OK. Ensuite, on vous fait venir dans l'école, on vous fait bosser. Vous faites de la politique. On vous fait bosser 450 heures sur un mois. Les gens sont dans la rue pour bosser moins de 35 heures. Non, on pirate le système de la même manière. D'accord. Donc vous êtes Robin des Bois. J'adorerais. Ça serait tellement beau et parfait. Non, c'est bien moins que vous ça. la transformez, la société? On la transforme pour ces milliers sentiment de que vous jeunes avez. qui sont là, dans cette école. Ouais, on les aide, on leur fournit une chance. Comme on le fait avec Station F, dans lequel on va chercher des personnes qui ont envie de créer leur entreprise, qui sont originaires de milieux différents, des réfugiés, des jeunes qui sortent de prison, des gens qui viennent de banlieues difficiles. Elle est où la transgression aujourd'hui chez Xavier Niel? On voit que il y a l'école 42, ok. Vous investissez dans les médias et notamment dans Le Monde, qui est le journal de référence, le journal de l'establishment, qui est à l'opposé de ce que vous étiez il y a encore quelques années. La transgression, c'est terminé? La transgression, c'est de faire Le Monde le seul quotidien rentable de ce pays. Ça, c'est une transgression. Quand tous les quotidiens ne vivent que de subventionnement, parfois de gens aisés, et tant mieux pour ces journaux. Mais c'est d'essayer de faire de ce journal un journal économiquement indépendant, parce que ça veut dire qu'il va être indépendant sur sa partie éditoriale. Et c'est super important. Et lui donner les moyens d'être indépendant pour des siècles et des siècles. Ça, c'est par rapport au journal, mais vous passez de facto de l'autre côté, du côté de l'establishment. Je vous rappelle que dans le groupe Le Monde, on a le monde diplomatique. Hein. Donc si vous trouvez que c'est top establishment, j'en suis pas sûr. C'est toujours la même chose, c'est de se dire dans ce système-là, est-ce qu'on est capable de trouver des angles différents qui vont permettre de faire quelque chose, de construire quelque chose. Et c'était la même idée quand on a repris Le Monde avec Pierre Berger et Mathieu Pillat, c'était de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire que les autres ne font pas pour que ce journal continue d'exister avec son indépendance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à créer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire aujourd'hui? Il y a énormément de choses à faire et on a plein de sujets là-dessus, sur souvent des choses non-profit, avec la volonté d'aider. Quand on fait 42, quand on fait Station F, on est entouré de jeunes. Et eux pensent à des choses ou voient des choses que, et je vais reprendre en partie ce que vous disiez précédemment, c'est qu'en vieillissant ou en vous embourgeoisant, vous ne les voyez plus. Et eux nous amènent toujours des idées. Et vous êtes dépassé? Vous êtes embourgeoisé? Ouais, bien sûr. Et c'est un vrai sujet difficile. C'est que souvent on me dit, mais venez, vous avez l'image de l'entrepreneur parfait, entre guillemets, français. Je suis trop vieux. Je ne peux pas donner envie à un môme de 18 ans. Avec l'âge, c'est terminé, on arrête. Je ne peux pas donner envie à un môme de 18 ans ou 20 ans en lui disant, je suis comme toi, mais je ne suis pas crédible. Et quel sentiment ça vous procure? C'est de la frustration ou au contraire Non, ça me donne envie d'aider à créer d'autres modèles, de créer d'autres modèles, de trouver d'autres jeunes qui vont être capables de me donner la possibilité de partir à la retraite tranquille en me disant super, il y a un autre groupe de jeunes qui sont arrivés et qui créent cette image de jeunes entrepreneurs ou de gens qui vont bouger la société. Et d'après vous, la transgression est absolument essentielle pour penser différemment? Si vous prenez la nouvelle économie, elle n'existe que dans la transgression. Donc si vous voulez être capable d'attaquer des monopoles quels qu'ils soient, il faut que vous soyez transgressif. Et c'est toute l'idée, Uber est transgressif, joue avec la loi. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Je ne juge pas ça. Airbnb de la même manière. Et pourtant, ce sont des entreprises privées qui modifient notre consommation, qui modifient notre manière de vivre. Dernière question. Demain, l'avenir, pour vous, c'est quoi? C'est de continuer d'essayer d'avoir des bonnes idées pour changer les choses et de faire bouger les choses, de continuer d'avoir la pêche et l'envie de combattre des monopoles quand il y en a à certains endroits ou de financer des gens pour les combattre. Et il y en a un là auquel vous vous intéressez? Tous. Exemple? À chaque fois que vous financez une start-up, vous financez des gens pour aller combattre un monopole. On finance 2 start-up par semaine. Elles sont toutes dans cette activité-là. Chaque semaine, on va aller fabriquer, du diamant synthétique. On va s'amuser à combattre contre un certain nombre de choses. On va financer des sujets agricoles. On va aller financer des choses avec la volonté d'essayer de se dire il y a des forces, il y a des oligopoles, il y a des lobbies. Allons jouer contre eux. Merci infiniment. Merci à vous.